Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Lyon Politique, l'émission de Lyon Mag TV qui décrypte l'actualité lyonnaise de la semaine. Pour m'accompagner aujourd'hui, deux éditorialistes de Lyon Mag, le conseiller municipal délégué de Caluire, Bastien Join. Bonjour Bastien. Bonjour. Et l'ancien élu lyonnais Romain Blachier. Bonjour Romain. Bonjour. Et enfin pour conclure, mon confrère Raphaël Ruffier-Fossoul. Bonjour Raphaël. Bonjour Alexis. Le sommaire du jour, la ville de Lyon oublie de voter l'extension de la ZFE, amateurisme ou l'eau quotidien d'une collectivité. Journée noire dans les Tesselles la semaine prochaine. Le projet d'allotissement est-il voué à naître dans une crise sociale? Et puis végétalisation de Lyon et de son agglomération, les écologistes sont-ils à la traîne? C'est le couac de la semaine, voire de l'année. Au moins de ce début d'année, on apprenait lundi que les conseils d'arrondissement de Lyon allaient devoir se réunir en urgence pour que la semaine prochaine, un conseil municipal puisse se tenir et voter un seul et unique dossier, celui de la ZFE. Grégory Doucet aurait tout simplement oublié de l'incorporer au dernier conseil du 27 et 28 janvier. Or, la métropole de Lyon a besoin des avis des 59 communes d'ici fin février pour pouvoir à son tour voter l'extension de la zone à faible émission mi-mars. Romain, on va commencer avec vous. Est-ce que c'est la honte absolue cette affaire ou est-ce qu'il faut relativiser ? Faut relativiser à mon avis, c'est-à-dire que c'est effectivement pas très sérieux pour les habitants de Lyon. J'en ai parlé un petit peu au cabinet du maire de ce sujet justement pour pouvoir un peu documenter mon avis. J'en ai parlé à un certain nombre d'élus de divers bords. C'est effectivement pas très sérieux. Après, d'un autre côté, le maire aurait pu passer par un autre biais. C'est-à-dire, il aurait pu passer par un dispositif sans débat en conseil, et il l'a pas fait. Alors, je sais pas pourquoi il l'a pas fait, parce qu'évidemment, ça aurait pu passer de manière beaucoup plus, lourde, beaucoup moins lourde, sur ce genre de choses. Mais en tout cas, le choix, ça a quand même été de continuer à avoir le débat dans les conseils d'arrondissement, dans les conseils municipaux. On peut être d'accord ou pas d'accord avec le fait, justement, de réunir à nouveau les conseils, mais en tout cas, il a fait le choix de la discussion avec les élus d'opposition. Bon, après, encore une fois, évidemment, il aurait mieux valu pas oublier le dossier. On en est tous d'accord, à mon avis, autour de cette table. Alors, il faut évidemment donner la version de la mairie, plutôt les versions, parce qu'il y en a eu plusieurs. La première excuse, c'était de dire que le courrier de la métropole de Lyon était arrivé pendant les vacances de Noël et qu'il n'avait pas été traité correctement. Puis la seconde excuse qui est contradictoire, c'est qu'en fait, c'était fait exprès, tout va bien, on convoque un conseil municipal exceptionnel juste pour ça. C'était prévu depuis le début pour le débat démocratique. Du coup, on a du mal à savoir un peu ce qui est vrai. Alors, Bastien, vous connaissez bien les rouages de la politique locale. Vous allez voter lundi en conseil municipal de Caluire ce dossier. Ça veut dire qu'à Caluire, les fonctionnaires ont été plutôt réactifs. Vous avez reçu aussi le courrier pendant Noël, mais là, ça a été bien traité? Non, mais vous parlez d'amateurisme. Moi, j'avoue que je suis stupéfait. Comment est-ce que Grégory Doucet peut oublier un sujet tel que la ZFE, qui est justement le sujet des écologistes? D'amateurisme et peut-être même du perfide, puisque Romain vient de le rappeler, il aurait pu passer par un autre dispositif, par un autre moyen, c'est-à-dire de ne pas présenter les choses au Conseil, puisque vous savez que si la ville ne se prononce pas, eh bien, dans les 2 mois, l'avis est réputé favorable. Moi, vous savez, j'ai un certain nombre d'amis dans le Val-de-Saône, des petites communes, avec notamment des maires qui sont très engagés, qui ont parfois peu de fonctionnaires pour travailler avec eux, et qui sont engagés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et dans ces communes-là, eh bien, bizarrement, tous les vœux ont bien été passés, ou en tout cas sont en passe de l'être. Donc vraiment, moi je suis sidéré. Et puis le fait d'avoir cette déclaration un peu maladroite, de dire que la période de Noël n'est pas propice au passage des informations entre les collectivités, moi ça me surprend beaucoup. Bruno Bernard discute-t-il avec Grégory Doucet de surcroît? Où est la continuité du service public? Moi je ne peux pas croire que l'ensemble des agents de la ville de Lyon n'aient pas connaissance de ce sujet et n'aient pas alerté le maire. D'ailleurs l'opposition l'a fait en conseil d'arrondissement, donc vraiment c'est surprenant. Raphaël? Oui, c'est difficile de lui donner tort, c'est-à-dire que l'argument de dire que ça arrive pendant Noël et qu'on n'a pas pu le traiter, il est totalement inentendable. C'est-à-dire que, évidemment, qu'une collectivité locale assure une permanence. Il y a toujours un maire d'ailleurs de permanence parce qu'il y a des urgences à gérer, notamment des hospitalisations psychiatriques, c'est de son ressort. Donc il y a toujours un adjoint de permanence. Il y a des services, il y a quand même effectivement pas mal de fonctionnaires. Donc normalement, il y a une organisation qui tourne. Je pense que c'était une volonté de communiquer en mode nous on est des gens normaux, on prend nos vacances de Noël comme tout le monde, on a le droit de faire des pauses et bon ils vont peut-être comprendre que non, quand on est élu on n'est pas simplement un être humain, on est aussi à la charge d'une collectivité qui doit tourner 24/24 quoi, 7 sur 7. Donc ça l'argument n'était pas du tout entendable. Après ce qu'ils font au final
est plutôt intelligent. C'est-à-dire que convoquer tous les arrondissements, convoquer un conseil municipal exceptionnel, alors que ce qui leur est reproché, c'est de ne pas avoir fait de concertation sur la ZFE, que les gens ne seraient pas au courant. Bon, ça a déjà quand même été voté à l'unanimité en 2019. C'est pas un sujet qu'on découvre, on l'a traité dans la presse énormément. Mais c'est vrai que beaucoup de gens sont peut-être pas au courant que leur voiture spécifiquement va être concernée. Donc là, au moins, sur le mois de février, ça mettra vraiment la lumière sur ce dossier. S'ils veulent pouvoir le faire entrer en œuvre effectivement en septembre, c'est pas plus mal. Mais Raphaël, vous dites que la ZFE est un sujet connu. Il a certes été voté par les collectivités concernées par la zone de la ZFE. Y compris Caluire, d'ailleurs. Y compris Caluire, en 2019, pour les véhicules professionnels. Aujourd'hui, le but des écologistes, c'est d'ouvrir la ZFE à l'ensemble des véhicules particuliers. C'est la loi. C'est la loi et c'était prévu par toutes les listes. Voilà, mais moi, je voudrais simplement rappeler une chose. Sur le périmètre actuel, c'est-à-dire Lyon, Villeurbanne, Caluire, en partie Bron et Vénissieux, ça concerne 230 000 véhicules du critère 2 au critère 5 et plus sur cette zone-là. Si demain, comme c'est vraisemblablement le projet des écologistes, en tout cas comme ils ont évoqué les choses en comité de pilotage il y a 1 an maintenant, d'étendre à la totalité du périmètre de la métropole, on est sur 450 000 véhicules. Et ça, c'est sans prendre en compte non plus l'ensemble des territoires périphériques. Et moi, je pense notamment au département du Rhône, au Nord-Isère, mais aussi en partie à la Côtière de l'Ain, dont tous les habitants, en tout cas en partie, viennent sur le territoire de la métropole pour travailler chaque jour. Est-ce que ça signifie que demain, toutes ces personnes-là, on va les interdire de venir travailler? Moi, je pose la question. En tout cas, je crois que quand on est en responsabilité dans une collectivité, on n'aime pas trop les chèques en blanc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une telle nébuleuse autour du projet des écologistes, 5+ aujourd'hui et demain sur une potentielle extension, sur le calendrier, mais aussi sur les aides qui seront déployées. Vous l'avez voté. Vous étiez même volontaire pour adopter la ZFE mais à moi, je veux Caluire. dire, je suis favorable à la ZFE. J'y suis totalement favorable. Et son extension est prévue depuis le début. Non, mais qui n'est pas méprise. Le seul débat, c'est sur le calendrier aujourd'hui. Moi, je suis totalement favorable à la ZFE parce qu'il faut qu'on puisse agir sur la qualité de l'air. Vous faites penser un peu au débat sur la taxe carbone, c'est-à-dire que tous les partis sont pour mettre une taxe carbone, et puis quand les camionneurs se mettent à râler, brusquement, vous vous retournez contre. C'est un peu ça, est-ce que vous ne manquez pas un peu de courage? C'était une mesure que vous avez souhaitée il y a quelques années, qui a son approche, vous dites, oh là là, attention, Cochet a voté pour, a appelé à voter pour. Mais je vous rappelle juste qu'on a voté pour, il s'agissait de la ZFE pour les véhicules professionnels. Maintenant, mais même sur les personnels, c'est la loi, elle était prévue. Il l'a voté, Cochet, votre maire. Vous êtes contre les décisions de M. Cochet, il faudra lui dire. Moi, je suis favorable à la ZFE, qu'il n'y ait pas méprise, mais encore une fois, je m'interroge sur le calendrier à marche forcée, qui pour le coup va plus vite que la loi. Sur notamment le 5+. Vous avez vu la qualité de l'air dans la métropole? Tant mieux que ça aille plus vite. Mais alors, Romain, moi, ce que je propose, c'est qu'il y ait une réelle concertation avec les habitants. Oui, il y a vraiment 6 mois différents. Les concessionnaires sont-ils au courant? Non. Les associations... Les concessionnaires, ils ont été assemblés. Non, mais les syndicats professionnels sont-ils au courant? Non. Les habitants de la métropole sont-ils au courant? Non. Donc aujourd'hui, moi je dis, il faut qu'il y ait une communication. Vous voulez dire que les maires, ils font pas leur job lorsqu'ils font des délibérations au conseil municipal? Mais pardonnez-moi, c'est pas le sujet des maires, c'est le sujet de la métropole. Oui, mais c'est aussi le sujet des maires. Les maires, ils votent en conseil municipal, ou alors il faut que vous votiez pas à Caluire. En tout état de cause, moi sur cette ZFE, je pense qu'il faut qu'elle puisse être travaillée sur un périmètre central. Absolument pas, Romain. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ah si, vous êtes contre son vote, vous êtes contre le fait qu'il le fasse voter en conseil municipal de Caluire parce que c'est pas le rôle des communes. Je sais pas, c'est compliqué. Ça doit être dur la mairie de Caluire. Mais absolument pas. On a un avis à rendre. Donc moi je dis encore une fois, nous sommes favorables. Moi je suis favorable. Donc c'est bien le rôle des communes de la ZFE, aussi. Mais parce que la commune doit rendre un avis. Oui. Et encore une fois sur la qualité de l'air, il me semble qu'il faut regarder les choses de manière fine, territoire par territoire, et que ça puisse se réserver peut-être à un périmètre central, et que pour ne pas pénaliser encore une fois les plus modestes sur lesquels on tape, parce que le sujet prioritaire aujourd'hui c'est le pouvoir d'achat, eh bien il faut qu'on puisse voir le calendrier et travailler aussi les aides qui pourront être faites. Et aujourd'hui, on n'a aucune visibilité là-dessus. Moi, c'est la seule chose que je dis. Voilà. Mais bien entendu, je le dis et je le répète, Romain, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Moi, je suis favorable au principe de la ZFE. Il y a intérêt, parce que vu la qualité de l'air, vu l'urgence écologique, c'est quand même la moindre des choses qu'on fasse ça. C'est dommage même que ça aille pas plus vite. Allez, je vous propose de passer à notre second sujet. On rappelle donc que les conseillers municipaux lyonnais seront convoqués jeudi prochain pour voter
un seul et unique dossier. Le jour d'avant, le 9 février, on annonce une journée noire sur le réseau TCL. Une grève monstre parce que les salariés sont inquiets par rapport au projet d'allotissement des transports en commun. Aujourd'hui, c'est assez simple. Keolis gère depuis 1993 l'exploitation du réseau TCL, les bus, métro, tramway, etc. Le contrat de délégation de service public s'arrêtera en 2024 et les écologistes envisagent de morceler ce contrat. Par exemple, une entreprise gérerait uniquement les bus, une autre récupérerait les tramways, le Rhône Express, il y a aussi les parcs relais, les agences commerciales, le PC Sécurité. Bref, il y a une infinité de possibilités et de candidats et les syndicats craignent de voir disparaître leurs avantages et accords actuels qui sont passés avec Keolis. Déjà, rapidement sur le principe d'allotissement, Bastien, est-ce que ça peut être positif pour l'usager ou est-ce que c'est dangereux ? Si vous me permettez un bref rappel, on a le Citral, aujourd'hui la OMTL, qui est le fruit d'un long travail, d'un long processus qui, à l'issue de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, a été repris en main par le préfet à l'époque du Rhône, justement parce qu'il y avait une multiplicité d'acteurs et que c'était très compliqué à gérer. Suite à cela, avec notamment les lois de décentralisation de Gaston Defferre, le Citral a été créé. Et c'est d'ailleurs Romain, un maire de Caluire-et-Cuire célèbre, le docteur Dugoujon, qui a été le premier président du Citral. Donc à Caluire-et-Cuire, on est très sensible au sujet de mobilité. On est très sensible au sujet de mobilité. Et donc, dans cette démarche-là, c'est finalement tout l'historique du Citral d'avoir un seul opérateur. Voilà. Ceci étant dit, aujourd'hui, concernant le sujet de l'allotissement, c'est la Chambre régionale des comptes qui a demandé au Citral en 2019 de pouvoir s'interroger sur sa mise en œuvre. Et le Citral a réalisé, à l'époque du renouvellement de la délégation donc, à Keolis pour 2017 à 2022, un certain nombre d'études, parce que justement Transdev et la RATP, qui donc au départ avait imaginé déposer un dossier pour récupérer la délégation, ne l'avait pas fait justement parce qu'il n'y avait pas d'allotissement. Et ça, la Chambre régionale des comptes l'avait pointé, l'a pointé en 2019, le Citral le sait. Et donc il y a eu 2 études au Citral, une en 2012 et une en 2015, qui ont abouti finalement à cette volonté de réfléchir à la mise en place de l'allotissement. Je rappelle d'ailleurs que l'allotissement au Citral, il est d'ores et déjà mis en place peu ou prou avec les cars du Rhône qui, lorsqu'ils sont rentrés dans le périmètre du Citral avec l'opérateur Berthelet, on aurait tout à fait pu imaginer les faire rentrer dans Keolis. Ça n'a pas été le cas, justement pour voir comment est-ce que ça se passe. Moi, je pense que derrière tous ces sujets techniques, il y a des hommes et des femmes qui travaillent et qui œuvrent pour le service public, et c'est à eux qu'on doit penser et avec qui on doit construire ce projet. C'est une discussion sérieuse, intéressante, qui nécessite encore une fois des éléments techniques profonds. Et moi, je regrette que Bruno Bernard ait exclu purement et simplement l'opposition de la OMTL. C'est juste non, vous n'avez pas voulu y aller. Il y a des élus d'opposition. Isette de Ganel, il y est. Non, il les a exclus. Et moi d'ailleurs, vous parliez de Philippe Cochet tout à l'heure, je suis admiratif de la démarche qui a été la sienne parce que justement il a réuni toutes les oppositions, Gérard Collomb et David Kimmelfeld, qui souhaitaient donc pouvoir continuer à siéger dans cet organisme. David dit qu'il a réuni Cochet. Et malheureusement, aujourd'hui nous n'y sommes plus et donc nous ne pourrons pas discuter de ce sujet structurant. Romain, on a parlé déjà des fonctionnaires de la ville de Lyon avec Laurent Bossetti. On se souvient qu'il y avait eu un gros souci. Là, à nouveau, il y a un souci avec Bruno Bernard qui promet un socle social aux salariés de Keolis, mais qui, eux, rejettent cette idée et promettent une grève. Alors, déjà, il y a plusieurs éléments. C'est les syndicats des transports en commun, ils ont toujours extrêmement mal communiqué dans cette agglomération. C'est toujours assez incroyable de voir que, heureusement qu'il y a un décryptage qui est fait par la presse locale et par les élus, parce que vraiment, à chaque fois, effectivement, moi, je suis halluciné de voir à quel point des syndicats qui sont pourtant relativement puissants au TCL sont pas forcément capables d'expliquer au grand public pourquoi ils font grève, comment ils font grève. Enfin voilà, et du coup, ça rend leur grève extrêmement impopulaire, et c'est pas la première fois que ça arrive. Le deuxième point, il est vraiment très très anecdotique, c'est vous arrivez à le prononcer, vous, AOMTL? C'est un peu chelou, hein. Moi je vois les gens, ils ont énormément de mal à faire ça. Peut-être faire un peu attention à ça, mais c'est un détail
à la limite un peu léger que je mets au milieu. Vous avez tout à fait raison sur le fait que c'est issu, cette réflexion-là, de la Chambre régionale des comptes. Est-ce que c'est une bonne chose pour la gestion au quotidien des transports en commun lyonnais? Est-ce que ça va pas faire un truc un peu gigantesque? Il y a ce que Jean-Marc Jancovici appelle les monopoles naturels. Ici, est-ce qu'on n'est pas quand même dans le cas d'un monopole naturel où ça serait peut-être quand même un peu compliqué, il y aurait beaucoup plus de bureaucratie, on est déjà dans un pays où il y a énormément de bureaucratie. Est-ce qu'il n'y aurait pas beaucoup de bureaucratie si on se retrouve avec une instance pour les bus, une instance pour le tramway, une instance pour ci, une instance pour ça? C'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Je trouve plutôt rassurant le socle de droit qu'a exprimé Bruno Bernard. Après, faut faire attention, c'est-à-dire que ça veut dire que tant que Bruno Bernard est président, il y a ce socle de droit, mais qu'en fait, ça peut se faire sauter à n'importe quel moment avec une autre gouvernance. Donc, je comprends que les syndicats soient pas forcément rassurés. Et puis, vous avez mis le parallèle avec l'action de Laurent Bosetti qui... effectivement, sur sa gestion syndicale, est probablement plus à droite que Philippe Cochet. Pour un type de la France insoumise, c'est extrêmement surprenant. Mais bon, en tout cas, je sais pas, il a dû avoir un chemin de Damas ou quelque chose comme ça. Et je vois effectivement la gestion des syndicats avec la majorité actuelle, c'est dommage, ça va pas, quoi. Donc, il faudrait effectivement qu'ils fassent un peu plus attention à ça, parce que pour une majorité de gauche, ça fait un peu vilain, quoi. Raphaël, on parle de la gestion sociale avec les syndicats de la part des écologistes. Il y a aussi ces histoires de grands contrats qui dénonçaient quand ils étaient dans l'opposition et qu'aujourd'hui ils confortent. Oui. On parle de JCDecaux avec les Véloves et avec la publicité, donc ils ne vont pas toucher au contrat. Et aujourd'hui, ils ouvriraient la porte à des grands groupes, puisqu'on les a cités, Transdev, RATP. C'est pas ce que beaucoup avaient en tête quand on pensait à la gestion d'une grande collectivité par les écologistes. Oh, alors là, ça se discute parce que, en fait, il réouvre à la concurrence le marché des transports en commun lyonnais. Je n'ai pas tout à fait compris dans votre position, mais on avait quand même la concurrence. Bah oui, oui, la non, concurrence. Mais je sais, C'est-à-dire que. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans ma position? Je finis ma question. Même moi, je l'ai compris. Non, mais le principe de l'allotissement, il me semble que c'est plutôt un principe libéral pour le coup, oui, avec lequel j'imagine que vous êtes plutôt d'accord. Mais je me positionne absolument pas contre. D'accord. Là, on avait un marché des transports en commun qui était géré en direct au plus haut niveau et sur des clauses qui étaient en réalité un peu cachées. On sait bien que la skyline lyonnaise, elle est liée au marché des transports en commun lyonnais. Gérard Collomb voulait des tours, il n'arrivait pas à les remplir, et donc chaque année, il appelait la SNCF pour dire vous voulez garder le marché des transports en commun lyonnais, investissez dans une de mes tours, et comme ça, je continue à construire ma skyline. Qu'est-ce qui se passe à la fin de ce type de négociation, de marché pipé, c'est des choses qu'on a pu déjà écrire plusieurs fois, c'est qu'il n'y a plus de compétition. Et donc, avoir une gestion privée d'un service public, en soi, c'est pas négatif. Ça peut être plus performant qu'une régie publique, mais s'il y a une vraie concurrence. Non, mais faire la dissociation. Ce qui se passe à Marseille, c'est beaucoup plus performant qu'une régie. Donc, le choix des écologistes, ce serait soit d'aller vers la régie publique. Bruno Bernard n'en voulait pas. Soit effectivement de remettre de la concurrence, faire en sorte que les autres opérateurs c'est pas un problème, c'est dissocier chaque service qui risque de rendre le truc bureaucratique. Aller vers le privé, c'est plutôt, c'est pas forcément un problème. Alors c'est plutôt l'inverse, Romain. Parce qu'évidemment, oui, l'exemple de la RTM que vous venez de donner, il est effectivement pas très satisfaisant. Dissocier, ça permet d'avoir une diversité d'acteurs. Oui, mais c'est-à-dire que là, on va faire des lots. Mais c'est une stratégie globale, les transports en commun. Encore une fois, Raphaël. Il y a quand même différents services. Par exemple, le service d'Optibus. Oui. Beaucoup de petits opérateurs locaux qui sont tout à fait capables d'assurer Optibus et peut-être mieux que la TCL aujourd'hui. C'est un truc, mais vous voyez avec un... Il y a Optibus, il y a les parcs relais, il y a la gestion des agences commerciales. Tout ça, ça peut être des secteurs où on n'est pas forcément sur un grand groupe. Vous pouvez aussi imaginer... Et puis après, il y a deux grands lots. Qui sont les transports lourds, donc ce serait métro, tramway, crémaillère, etc. Et puis un autre qui serait les bus. Oui, mais justement, c'est pas quelque chose qui est invraisemblable. Sur les bus, il y a pas mal d'opérateurs qui pourraient intervenir, pas simplement Transdev ou la SNCF. Encore une fois, vigilance à ne pas faire une usine à gaz. Moi, je crois que les modes de transport lyonnais, notre réseau a besoin d'un nouveau souffle et que peut-être l'allotissement va lui permettre justement d'avoir ce nouveau souffle avec quelques lots, mais encore une fois sur lesquels il faudrait qu'on réfléchisse. Les études du Citral le disent très simplement. Il y aurait effectivement un premier lot pour les modes de transport lourd, donc funiculaire, métro et tramway, avec là-dessus les services finalement aux usagers. Et puis un deuxième lot pour les bus et les trolleybus.
Mais en tout état de cause, aujourd'hui, moi je crois que c'est un débat qui doit intervenir au conseil d'administration de la OMTL, et malheureusement, il y aura une vérité. On l'a déjà entendu, on va pas faire vous n'avez pas voulu y aller. Non, mais je suis bien navré, mais c'est pas affligeant. On va pas revenir dessus. Vous devriez y aller. C'est dommage que l'opposition n'y soit pas. Vous êtes sans doute pas assez représenté, mais c'est dommage de ne pas y aller, ça c'est sûr, pour que vous entendre sur ce type de sujet. Mais une collectivité, elle doit assumer ses responsabilités. Ah mais ça, je suis d'accord. C'est pas une question d'usine à gaz. Oui, mais là, ça si on fait appel au marché, c'est pas pour donner tout à une société. Parce que si on fait un seul lot, en réalité, il n'y a que 2-3 acteurs qui peuvent intervenir. La question de petits bus, la question des agences, on peut avoir plusieurs opérateurs. Vraiment, des lots sur les bus, des lots sur les tramways, je pense que ça va être très très compliqué. On ne peut pas expliquer qu'il y a de l'intermodalité de partout, on ne peut pas expliquer un certain nombre de choses comme ça, et puis faire en sorte que ce soit Tartampion qui soit responsable de l'un et Tartampi qui soit responsable de l'autre. Mais c'est ça, gérer des collectivités. C'est des marchés qui sont complexes, comme pour la gestion de l'eau. Il faut être capable d'avoir la compétence de comprendre ce qui se passe dans les tuyaux pour le gérer correctement. Déjà qu'il y a un concessionnaire, déjà qu'il y a une instance de gouvernance, déjà qu'il y a aussi une collectivité au-dessus. Enfin, ça fait déjà beaucoup de strates, et on rajouterait encore des strates, on les diversifierait. C'est compliqué, quoi. Sinon, dans ce cas, est-ce que vous dites qu'il faut faire une régie? Mais moi, je suis pas contre si on la fait appel au régie, privé, il faut de la concurrence. Mais non. Si on fait de la concurrence, il faut un allotissement. C'est ça qui permet une bonne concurrence et qui permet de ne pas être justement dépendant que de très grands groupes, puisqu'il n'y a que des très grands groupes qui peuvent répondre à toutes les compétences qui sont demandées pour gérer les réseaux de transport en commun. Alors que si on fait un allotissement, on peut faire intervenir d'autres acteurs, y compris des acteurs locaux qui pourraient avoir une approche différente, peut-être plus proche des usagers, moins cher ou autre. Après, il y a la question des syndicats et du personnel qui est autre chose. Il faut vraiment les rassurer, les syndicats aussi là-dessus. C'est l'autre dimension. Oui, mais chaque fois qu'il y a un changement, c'est normal que les syndicats s'inquiètent de leurs droits. Mais c'est pas eux de choisir comment on organise les transports en commun. Non, mais ils font partie de l'entreprise, ils font partie du service public. Oui, bien sûr, mais c'est pas eux de faire le choix final. C'est normal qu'ils défendent leurs conditions de travail. Il faut d'abord rassurer donc effectivement les salariés, puis il faudra ensuite... moi, la cogestion, l'autogestion, j'aime bien. Il faudra rassurer ensuite les observateurs et les usagers sur la qualité de service qui est proposée, qui doit être au moins équivalente, voire supérieure. Je ne peux que vous conseiller l'achat indispensable de notre numéro de février. Lyon Mag est en kiosque depuis cette fin de semaine. La rédaction qui propose en une un dossier sur la végétalisation de l'agglomération, puisque pendant la campagne 2020, les écologistes répétaient qu'il s'agissait du dernier mandat pour le climat, qu'il fallait des arbres partout en ville. Et puis 1 an et demi plus tard, on a beau chercher, on ne voit pas encore la jungle espérée par certains. D'où ma question, messieurs. Est-ce que les écologistes ne sont pas-ils trop petits bras sur la question, alors que les Lyonnais espéraient peut-être en finir rapidement avec la canicule et puis les épisodes de pollution? Qui veut se lancer? Petits bras, ils interviennent après des années où on n'était pas du tout dans une politique de végétalisation. Ouais. Là, on est installé dans un quartier où il y avait quand même des normes pour tous les promoteurs pour construire les bâtiments. On leur imposait de faire quelque chose en béton massif, minéral. Même les promoteurs ont dû se battre pour avoir des fenêtres. Donc on était quand même dans une logique qui était très différente de la végétalisation. Gérard Collomb n'en voulait pas parce que la végétalisation, c'est de l'entretien, c'est des coûts. Et il trouvait que le béton, c'était plus beau. Chacun ses choix. On a changé d'époque. Ils vont pas transformer la ville en peu de temps. La problématique, c'est d'après, on a invité les adjoints en charge de ces sujets. Donc les budgets ont été triplés en matière de végétalisation. Un arbre en centre-ville, c'est 3 000 €. Pour casser le bitume, planter un arbre déjà un peu grand. Donc ils ont privilégié des forêts à la périphérie. Là, il y a des photos, c'est assez rigolo. Oui, on vous les mettra effectivement les forêts urbaines en périphérie. On voit que quand on voit la photo, on comprend que ce sera une forêt à long terme. Raphaël, ce que vous dites, c'est finalement tout à fait exact. C'est la théorie à l'épreuve de la réalité. Moi, je me souviens du programme des écologistes à Lyon. Que disait-il? Il promettait de désimperméabiliser et donc de fleurir une cour d'école par arrondissement dans les 6 premiers mois de leur mandat. Mais aujourd'hui, où en est ce projet? Sur un certain nombre d'arrondissements, ça a effectivement eu lieu, mais sur le 4e, sur le 5e, sur le 6e, on attend encore. Parce que une par arrondissement. Oui, alors, en moyenne, ils l'ont fait, parce que je crois qu'il y a une quarantaine de cours d'école qui ont été refaites depuis le début du mandat. Loin de moi l'idée, là encore, de contester la nécessité de... On en a entendu parler quand même beaucoup, ce côté, parce qu'en même temps, c'était des gens réels. Moi, je suis hyper favorable à végétaliser la ville. Les études avant le confinement, alors je ne sais pas dans quelle mesure les chiffres ont évolué, mais vraisemblablement, en 2050, 80% de la population française sera urbaine.
Et donc, nécessairement, il faut améliorer la qualité de vie en ville, la qualité de l'air et la végétalisation. C'est effectivement essentiel. Et d'ailleurs, c'est ce que nous faisons à Caluire. Dans le cadre de notre charte environnementale, peut-être que Grégory Doucet peut venir voir ce qui se passe donc, ce que vous dites, en plus, vous aviez un candidat à Lyon qui proposait 100 000 arbres à Lyon. Bien entendu. Mais, donc, ce que vous trouvez, c'est qu'il pourrait aller plus vite. Exactement. Parce que, encore une fois, les écologistes n'ont rien inventé, ils ne vont pas suffisamment vite. Et il faut faire confiance au pragmatisme d'un certain nombre d'élus locaux. Philippe Cochet le fait depuis des années à Caluire, donc en végétalisant la ville. On a présenté au conseil municipal il y a quelques mois notre contrat de construction durable qui fait que sur chaque projet avec un promoteur, eh bien, on fait en sorte d'augmenter le coefficient de biotope par surface et de limiter les droits à construire justement pour connecter l'ensemble des corridors verts de la ville et favoriser la dispersion de la biodiversité. Donc moi, j'y crois fondamentalement. Vous auriez dû faire liste commune avec les écologistes. Encore une fois, je trouve que ça ne va pas suffisamment vite à Lyon et qu'il faut qu'on accélère. Ils ont fait ça, Saint-Genis-la-Vallée. Romain ? Alors, tout simplement, effectivement, il y a un peu de retard sur la question de la végétalisation au niveau des lotissements, mais je suis pas d'accord avec le fait qu'il y ait du retard effectivement sur les cours d'école. Les cours d'école, c'est même une 50aine de cours d'école qui ont été végétalisés. Effectivement, peut-être que la répartition par arrondissement, elle est peut-être un peu différente en fonction, mais c'est quelque chose qui, d'ici la fin du mandat, à mon avis, va être largement atteinte. Alors, il faut préciser, qu'est-ce que vous entendez par végétaliser ? Parce que je pense que tout le monde n'a pas la même définition de la végétalisation. Par exemple, pour Grégory Doucet, un potager, c'est végétalisé. Est-ce que pour vous aussi ? Alors, il y a la question de la végétalisation par des potagers, mais ça fait partie aussi d'une démarche qui est socio-éducative, qui est supplémentaire également à la dimension de verdissement. Il y a effectivement quand même aussi une certaine quantité alors pas forcément d'arbres, mais de buissons, enfin on va pas... Sur la canopée, sur le principe de canopée, on est d'accord que pour le moment c'est zéro. Alors justement, je vais y venir. Sur la question effectivement du plan de verdissement de la ville, je suis assez d'accord, effectivement, on est en retard, y compris par rapport à toutes les propositions de toutes les listes. Toutes les listes proposaient un verdissement de la ville, effectivement, que ce soit la liste de M. Blanc, que ce soit la liste de Grégory Doucet, que ce soit les listes de Gérard Collomb, celle de David Kimmelfeld. Après, pour le coup, il faut s'interroger sur quelque chose, c'est que les Lyonnais sont contradictoires là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, on veut tous du verdissement, c'est vrai, et c'est bien, et on en a besoin effectivement pour diminuer les îlots de chaleur, pour l'agrément de la ville. Il y a eu des choses quand même qui ont été faites à l'époque de Gérard Collomb. Moi, j'habite à côté du parc Blandan, c'est quand même une réalisation qui a été faite sous Gérard Collomb, le parc de Gerland également. Effectivement, on peut aller beaucoup plus loin que ce qui a été fait, mais il y a une attention aussi, c'est que plus on a de verdissement, plus on a de végétalisation, moins on peut faire de bâti. Donc certains disent, voilà, regardez, il y a une pression énorme sur le prix de l'immobilier à Lyon. Est-ce que ça va pas poser un problème, effectivement, en termes de bâti ? Voilà, c'est aussi un arbitrage à faire. Après, oui, je suis complètement d'accord avec cette une de Lyon Mag. Ça devrait aller beaucoup plus vite. Et effectivement, dans d'autres communes, alors je connais pas assez Caluire pour ça, mais dans d'autres communes, ça va. C'est très sympa, Caluire. Ah bah, vous allez me payer un café à Caluire, on verra s'il reste des commerces là-bas. Où on pourra aller au Radiant. Tiens, il y a des concerts de punk là-bas. Je vous vois bien dans un concert de punk au Radiant. On a aussi Carla Bruni. Ça, c'est pas très étonnant. Est-ce qu'elle est passée par un marché public neutre ? Alors, plus sérieusement, en tout cas, voilà, oui, il y a effectivement un retard sur ce plan. Effectivement, c'est toujours un gros item de communication de parler des arbres pendant les campagnes, parce que les gens, ils voient très bien ce que c'est un arbre. Vous leur parlez d'îlot de chaleur, c'est déjà beaucoup plus théorique, mais vous leur parlez d'un arbre. Voilà. Et effectivement, on aurait pu s'attendre à ce que ça aille plus vite. Mais je pense, effectivement, enfin, au vu des dispositifs qui sont en train de prévoir, me semble-t-il, je crois qu'à la fin du mandat, ils vont quand même arriver à un résultat qui pourra être intéressant. Mais c'est vrai que pour le moment, il y a un petit retard. Ça prendra plutôt 10-15 ans. Et alors, pour conclure, justement, puisque ça prendra longtemps, au moins 2 mandats avant qu'on ait une canopée intéressante, est-ce qu'on peut prendre des chemins de traverse, des chemins parallèles, puisque dans le magazine, on a des interviews de personnes qui nous disent qu'il y a, par exemple, la possibilité de mettre des toiles entre 2 rues pour effectivement apporter de l'ombre. Il y a des nouvelles peintures qui existent pour les bâtiments, pour les chaussées, qui permettent aussi de ne pas réfléchir la lumière, ou en tout cas pas de l'absorber. Des choses comme ça qui pourraient gagner du temps et qui coûtent excessivement cher. On est en train d'en mettre au stade de la Duchère, d'ailleurs, pour ceux qui veulent voir les matchs. De quoi, de la peinture ? De la peinture, justement, qui permet de conserver la fraîcheur. Raphaël, puisque la ville s'est endettée lourdement, puisque ça fait partie des choses sur lesquelles ils ont été élus, est-ce qu'il ne ferait pas mieux aussi de mettre en place des choses parallèles pour... Alors, je ne pense pas qu'on les attende sur des peintures ou des filets. Effectivement, non, sur de la chaleur, sur de la végétalisation. Mais c'est vrai qu'on les attend sur la végétalisation là-dessus.
Ils ont des arguments, hein. Effectivement, il y a des budgets qui sont débloqués, c'est long, etc. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir une impatience des gens qui ont voté pour eux sur ce sujet parce qu'ils seront très attendus là-dessus. Moi, l'autre sujet où je trouve qu'ils sont très attendus et ils sont très en retard, c'est la piétonisation. Oui. On attendait. Grégory Doucet vient de redire qu'il voulait être le maire des piétons, etc. Mais on n'attend pas la grande piétonisation de la ville avant 2-3 ans. C'est excessivement long. Alors qu'en plus, on a connu une période de piétonisation avec les confinements. Il n'y avait plus de voitures en ville, les gens se l'étaient réappropriés à pied. On aurait pu, dans la foulée, faire une piétonisation pour éviter que les gens reprennent l'habitude de prendre leur voiture. Là, il y a quelque chose qui est effectivement pas compréhensible. Allez, le mot de la fin. Finalement, est-ce que l'interaction entre Grégory Doucet et Bruno Bernard existe vraiment ? Parce que les compétences de la métropole dans cette démarche-là sont indispensables. Et finalement, on voit qu'il y a très peu de dialogue. Oui, ça peut expliquer en tout cas en partie un certain nombre de retards pris sur l'aménagement de la ville. Je ne pense pas que ce soit un problème de communication entre eux, c'est une manière de faire. Grégory Doucet a choisi de faire une concertation assez longue sur la piétonisation. Je pense qu'il en a un peu peur. Il a un peu peur des effets. Mais du coup, à mon avis, c'est une erreur de tarder. Il vaudrait mieux le faire surtout tout de suite. Surtout en ce moment où les transports sont beaucoup moins nombreux parce que les gens sont en télétravail. Il n'y a qu'à regarder les difficultés des restaurateurs à midi dans ce domaine-là parce que les gens ne se déplacent plus. Donc ce serait effectivement le moment de faire une transition en douceur comme ça. C'est dommage. Là, effectivement, je suis d'accord avec vous. Il est en train de rater une occasion et c'est dommage. Bon, affaire à suivre. On arrive au terme de cette émission. Je vous remercie pour votre fidélité et on se retrouve la semaine prochaine.